Bonjour à tous et bienvenue sur Santé Résilience. Me revoilà par ici pour une deuxième vidéo concernant ce vaste sujet qu'est l'encrassement cellulaire. On a vu dans une première vidéo tout ce qui est origine de l'encrassement cellulaire, les deux grands types de toxémie, de toxines, on appelle ça la toxémie également, les toxines endogènes, les toxines exogènes, etc. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter le foie et le rôle du foie dans ses fonctions de détoxification, dans un premier temps, mais aussi, on va voir on va passer en revue à peu près, on va dire grosso modo, les fonctions générales, de manière générale, du foie. Voilà, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Muriel Pereira, je suis hygiéniste naturopathe, je suis également accompagnateur de jeunes et éducateur sportif. Alors, pourquoi est-ce que j'ai attrait de vous exposer un petit peu les fonctions du foie dans cette vidéo? Parce que le foie est central et primordial dans les fonctions de détox de l'organisme. Donc vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo, je vais vous exposer plusieurs thèmes et vous allez voir qu'en fait, vous serez forcément concerné à un moment donné de par vos symptômes et vous allez voir qu'on va pouvoir faire un lien éventuel avec, avec l'encrassement cellulaire, l'encrassement hépatique. Alors, n'oubliez pas, si vous pouvez, ce serait super chouette pour moi, pour ma chaîne, de mettre un petit like, un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en lien, en lien à chaque fois que j'en posterai une. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va voir le foie et toutes ses fonctions. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que le foie avait à peu près 500 fonctions. Donc on va pas voir 500 fonctions parce que sinon on y serait pendant des semaines. Non, par contre, on peut les catégoriser. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revoir, je vais faire un petit rappel rapide sur les origines de l'encrassement cellulaire. Je rappelle rapidement, on a vu d'un côté les toxines endogènes. Les toxines endogènes qui sont liées aux fonctions métaboliques de base. Donc les fonctions métaboliques de base, c'est, voilà, la cellule prend des nutriments, des éléments pour se nourrir, pour vivre. Ce sont les fonctions vitales de la cellule, les fonctions basales. Donc on a tout ce qui est macronutriments, glucides, protéines, lipides, etc. Donc en fait, les cellules, quand elles fonctionnent, elles rejettent des déchets. Rapidement, on rappelle, par exemple, truc tout bête, lorsque vous faites un effort musculaire, on va produire de l'acide lactique. Voilà, l'acide lactique, c'est un déchet métabolique. La respiration cellulaire va rejeter du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est un déchet métabolique. Lorsque les cellules ou le corps assimile, synthétise des protéines, il va rejeter ce qu'on appelle l'urée. Le recyclage hormonal également rejette des déchets métaboliques. Voilà, en fait, le fonctionnement du corps basal, le fonctionnement basal, de manière naturelle, produit des déchets. Ces déchets-là, on les appelle les déchets endogènes. Le corps doit les traiter. Voilà. Ensuite, on va faire un petit rappel, récap des toxines exogènes. Je pense que c'est important quand même de récapituler parce que vous allez voir que la quantité, elle est énorme, en fait. Par rapport aux toxines endogènes, elle est énorme. Donc les toxines exogènes, je rappelle ce que c'est juste des toxines qui n'ont rien à faire dans l'organisme et qui sont apportées par notre environnement et notre consommation de cet environnement-là, en fait. Donc je vais commencer par les pollutions alimentaires. Vous vous rappelez, on a vu les pesticides, les fongicides, les herbicides, les engrais, les métaux lourds. En fait, ces polluants-là sont dans notre nourriture parce que l'agriculture, voilà, tout ce qui a trait à l'agroalimentaire, utilise tous ces intrants-là pour cultiver. Donc il ne faut pas oublier que nous, on les consomme. Il faut que le corps puisse les gérer. Ensuite, on a tout ce qui est pollution de l'eau. Alors aujourd'hui, c'est un gros sujet, c'est un gros débat. Tout ce qu'on ne voit pas dans l'eau, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'y en a pas. Donc on a tout ce qu'on vient de voir, les pesticides, les fongicides, les herbicides, etc. Et oui, parce que ça passe dans les nappes phréatiques et ensuite ça va dans nos eaux de réseau, y compris nos eaux de réseau, mais pas que. On a tous les résidus médicamenteux, toutes les molécules de médicaments que l'on consomme, le corps en élimine une partie, Dieu merci, il en élimine une partie, et ça va dans les toilettes, et ça retourne dans le circuit d'eau. Donc en fait, cette pollution d'eau, elle est vraiment avérée, on le sait depuis des années. Voilà, même si on ferme les yeux un petit peu dessus, toujours pareil, c'est pas parce que c'est invisible et que ça ne se voit pas que ça n'est pas réel en fait. Donc voilà, dans cette eau, on a aussi les résidus de médicaments, les hormones, hein, pour ceux qui font des traitements hormonaux sur le long terme, et ben voilà, tout ça c'est rejeté dans les eaux et ça repart dans le cycle. On a les métaux lourds, on a les PFAS, voilà.
Donc je rappelle, l'épiphase, j'en parle beaucoup sur mon site internet, n'hésitez pas à aller consulter si vous voulez plus d'informations. L'épiphase, je rappelle, ce sont les nanoplastiques. Ensuite, on a tout ce qui est perturbateur endocrinien. Je vous ramène vers l'ouvrage de Corinne Lalo, qui a fait un travail monstrueux à ce niveau-là, pas que au niveau des perturbateurs endocriniens, mais au niveau d'une pollution générale industrielle, je dirais. Donc dans les perturbateurs endocriniens, que l'on retrouve dans l'alimentation, la cosmétique, les produits ménagers, dans les produits d'usage du quotidien, on va trouver les colorants, les additifs, les exhausteurs de goût, les stabilisants, les conservateurs, voilà, tout ça. Les PFAS, on retrouve nos fameux PFAS. Donc voilà, on a ce côté-là de perturbateur endocrinien qui vient toucher toutes les glandes hormonales du corps. On a ensuite les médicaments, les anesthésiants, les vaccins, les traitements hormonaux. Donc toutes ces toxines vont venir générer de la destruction cellulaire, également par l'intoxication aux métaux lourds qu'ils contiennent. Ensuite, on a tout ce qui est drogue et excitant. Donc l'alcool, le tabac, le café en fait partie. Et si je pousse un petit peu plus, je peux citer le cannabis. Voilà, moi-même, j'ai été une consommatrice de cannabis quand j'étais jeune. Et si j'avais étudié davantage, on va dire, la gestion du foie, si à l'école j'avais étudié la gestion du foie dans ces toxines, et l'effet dévastateur des toxines, peut-être éventuellement que j'aurais réfléchi avant de m'orienter sur des choses pareilles. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont pas avertis. Bon, c'est juste une petite parenthèse, mais je pense que c'est important d'en prendre conscience, et puis si on en prend conscience, il faut prendre ses responsabilités. Voilà. Le cannabis, et si je vais plus loin, dans les drogues plus dures, voilà, on a la cocaïne et tout ce qui va avec, voilà. Destruction cellulaire, asphyxie cellulaire, etc. Voilà. C'est vraiment, je dirais, les toxines les plus agressives pour l'organisme. Les médicaments, les drogues, voilà, les drogues dures, tout ça. C'est vraiment destructeur sur le long terme. Ensuite, on a voilà tout ce qui est association alimentaire, j'en ai parlé un petit peu dans ma première vidéo. Ces mauvaises associations alimentaires que je développe un peu plus sur mon site, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Ce sera surtout de la dysbiose, de l'inflammation, une mauvaise digestion, et un cycle entéro-hépatique qui continue. Donc là, je viens de vous faire un rappel rapide de tout ce qui concerne les origines de la toxémie, ou des toxiques. Voyons maintenant les 3 phases de la détoxification hépatique par un petit croquis en couleur. Nous avons donc ici le foie. Les toxines arrivent par la veine porte, la veine porte étant un accès direct entre les intestins, l'intestin grêle et le foie. Une fois les aliments assimilés, ils arrivent par la veine porte au foie. Donc les toxines arrivent par cette voie-là. Commençons par la phase 1, la phase de transformation. Les toxines arrivent sous une forme liposoluble, soluble dans les graisses. Les enzymes P450 doivent être activées par des coenzymes facteurs. Nous avons la vitamine B2, B3, B6, B9, B12, des acides aminés branchés, du glutathion, des flavonoïdes et des phospholipides. Je rappelle que cette phase transforme les toxines en radicaux libres, une forme de toxine encore plus agressive pour les tissus. Mais cette phase est nécessaire pour qu'elle puisse être éliminée sur la 3e phase. Je rappelle rapidement que cette phase 1 a transformé nos toxines sous une forme hydrosoluble, pour qu'elles puissent être évacuées plus facilement. Nous retrouvons des enzymes dans cette phase 2, la superoxydodismutase, le glutathion, vitamine A, C, E, des minéraux comme le sélénium, le cuivre, le zinc, le manganèse, encore des flavonoïdes. Et ces enzymes doivent être activées par des enzymes cofacteurs. Nous avons les vitamines B, des acides aminés soufrés, de la glycine, de la glutamine, N-acétylcystéine ou NAC, la taurine et la méthionine. Désormais, nos toxines sont neutralisées et elles peuvent être éliminées par cette phase 3, la phase d'élimination. Les enzymes de transport vont prendre en charge les toxines pour les emmener via 2 voies principales. La première étant la voie de la bile, pour emmener les toxines dans les intestins jusqu'au selles. L'autre voie principale, ce sera le réseau lymphatique, pour emmener les toxines jusqu'au rein, puis évacuées par les urines. Nous retrouvons également une partie de ces toxines qui sont évacuées par la peau, par la transpiration, puis
une autre partie qui sera éliminée par les poumons. Voilà, nous venons de voir les 3 phases de la détoxification hépatique. Je vous retrouve de l'autre côté. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail les autres fonctions du foie. Donc, on va commencer par tout ce qui est élimination. En fait, le foie va réceptionner aussi beaucoup d'hormones, puisque c'est un synthétiseur hormonal. Il fabrique aussi certaines hormones, on va y venir, mais il va aussi recycler, il va faire aussi du recyclage. Donc les hormones qui sont circulantes, qui ne servent plus à rien, en fait le foie va les recycler. Donc je pense à tout ce qui est œstrogène, progestérone, voilà, tout ce qui est en excès. Je pense notamment tous ceux qui font des traitements hormonaux. En fait, les traitements hormonaux, quand vous prenez des traitements artificiels, des traitements aux hormones, il faut bien le considérer comme un médicament, parce que les hormones que le corps va pouvoir gérer, ok, il va les gérer, ça va amener quand même une surcharge, mais les hormones en excès, si sur le long terme ça s'accumule, il y a un moment donné où il risque d'y avoir une saturation en fait. Il risque d'y avoir une toxémie avérée, une destruction cellulaire. Donc le foie aussi fabrique des hormones de croissance, notamment la IGF-1, qui est utile dans tout ce qui est croissance chez les enfants, développement, l'anabolisme chez l'adulte. Il va fabriquer aussi une hormone qu'on appelle l'angiotensine, qui a une capacité de régulation entre le sodium et le potassium, notamment au niveau rénal. Cette hormone va aussi permettre un équilibre dans la pression artérielle. Le foie va métaboliser ou transformer le cortisol en cortisone. Il va gérer également la synthèse la gestion, l'équilibre de l'adrénaline et de la noradrénaline circulante. Et il va aussi s'occuper de la synthèse, de l'équilibre entre la T4 inactive pour pouvoir la transformer en T3 active. Voilà, donc en fait, vous voyez, là on commence à élargir un petit peu plus les portes sur les fonctions du foie. Mais il y en a d'autres. Alors on va voir maintenant les fonctions au niveau métabolique. Quand vous mangez, les macronutriments, glucides, lipides, protéines, le foie va les traiter. C'est lui qui traite, c'est le synthétiseur principal des nutriments en fait. Donc les glucides par exemple, il va les stocker sous forme de glycogène. S'il est en excès. Par exemple, vous prenez votre repas, le glycogène circulant, le glucose circulant, si vous restez suffisamment de temps sans manger, vous allez l'utiliser et la glycémie va tomber. Si vous passez pas suffisamment de temps sans manger, vous allez avoir un apport glucidique un peu trop proche du dernier repas en fait. Donc là, vous serez toujours avec une glycémie assez élevée et vous n'aurez pas la capacité d'aller taper dans les stocks. Donc ce qui veut dire que vous aurez toujours une surcharge de glucides, une surcharge de glucose, qui va obligatoirement obliger le foie à le stocker en fait. Donc ce stockage-là, on l'appelle la glycogénèse. Aidé, soutenu par la production de l'insuline par le pancréas. On va pas rentrer dans ce sujet-là, on pourra faire des vidéos, voilà, j'ai prévu de faire des vidéos à ce sujet-là. Par contre, à l'inverse, le foie est aussi capable de déstocker ce sucre-là quand il y en a besoin. Quand le sucre, la glycémie sanguine redescend en dessous d'un certain seuil, par l'action du glucagon, qui est généré aussi par le pancréas, à l'inverse de l'insuline, va venir dire au foie, il faut déstocker un petit peu de glycogène parce qu'on en a besoin. Donc du coup, voilà, on appelle ça la glycogénolyse sous le contrôle du glucagon. Ensuite, on a une autre fonction qui est la participation à la néoglucogénèse. C'est-à-dire que en cas de besoin, et notamment dans le cas du jeûne précisément, le foie va pouvoir transformer d'autres substrats que le glucose en glucose. C'est-à-dire qu'il va aller prendre des protéines, des acides aminés, ou alors des lipides, pour pouvoir les transformer en glucose pour aller approvisionner les cellules. Donc là, on rentre dans un processus un peu différent de ce qu'on a coutume de voir, parce qu'on est rarement en période de jeûne. Dans notre société, on l'est jamais en fait. Et quand on se met en jeûne, voilà, on arrive à mettre le foie sur cette fonction-là de néoglucogénèse. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est le métabolisme des lipides. Donc, le foie va synthétiser les graisses en acides gras, en triglycérides, et il va s'occuper du cholestérol. Le foie a ce rôle-là de fabriquer du cholestérol, en sachant que 75% du cholestérol vient de la fabrication hépatique. L'alimentation va en fournir à peu près 25%.
Donc ce qui veut dire que baisser le cholestérol de par, je dirais, une alimentation moins riche en cholestérol. Qu'est-ce qui va se passer? Le foie va en produire davantage. Pourquoi? Pour répondre à des besoins internes. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, le foie va produire la bile pour le traitement des graisses. La bile est là pour créer une émulsification des graisses, pour que les graisses puissent être assimilées par l'intestin grêle. Ensuite, on va avoir le métabolisme des protéines. Donc, le foie va synthétiser les protéines plasmiques, déjà, donc on a tout ce qui est sanguin, l'albumine, qui transporte les lipides, on a la gestion de l'équilibre hydrique également. Ensuite, on a tout ce qui est synthèse des acides aminés. Donc, les acides aminés, je le rappelle, c'est ce qui constitue les protéines. Les protéines sont des assemblements d'acides aminés. Le glutamate, on a la glutamine, la glycine, la lignine, etc. Ensuite, on a la transformation de l'ammoniac en urée, qui est éliminé ensuite par les reins. Donc voilà, là on a vu rapidement les rôles du foie au niveau du métabolisme, par rapport aux macronutriments, par rapport à ce que vous mangez en fait. Donc le foie a ses capacités de stockage, oui, au niveau des vitamines. Il va stocker la vitamine A, vitamine E, vitamine D, la K, B9, B12, et certains minéraux dont le fer sous forme de ferritine. Donc là je pense à ceux qui ont des soucis, des problèmes de carence en fer, ou de production, ou de stockage, etc. Ça peut être, je dis pas que c'est ça, mais ça peut être lié à une intoxication du foie, ou un foie qui ne fonctionne pas correctement. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est production de la bile. En fait, la bile, je le rappelle, elle est là pour digérer les graisses. La vésicule biliaire n'est qu'un petit bocal de réserve, et lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a des graisses qui arrivent, hop, le foie libère la bile. Donc, cette bile, elle va servir à digérer et absorber les lipides par cette émulsification. Elle va éliminer aussi la bilirubine. Donc, en fait, la bilirubine, c'est ce pigment jaune qu'on trouve dans les urines, qui est produit par la dégradation de l'hémoglobine. Je le rappelle, l'hémoglobine, c'est transporteur de l'oxygène dans le sang vers les cellules. Et ensuite, le foie va aussi éliminer l'excès de cholestérol. Ensuite, on a une grande fonction immunitaire qui est aussi très importante. On dit que, non, c'est l'intestin est le siège de à peu près 70% de l'immunité du corps, c'est ce que je vous disais dans ma première vidéo. Eh bien, le foie va aussi avoir une grande fonction, un grand rôle à jouer au niveau immunitaire, parce qu'il abrite en fait des macrophages, et ce sont ce qu'on appelle les cellules de Keffer, qui sont là pour épurer le sang. Alors épurer le sang de quoi? Des endotoxines bactériennes, virales, etc. Ensuite, il va phagocyter, voilà, je vous ramène vers la phagocytose, toutes les hématies qui sont âgées, abîmées, et il va dégrader l'hémoglobine, d'où la bilirubine. Donc faut pas oublier, comme je vous ai dit tout à l'heure, le foie est relié directement avec l'intestin grêle par la veine porte. Donc ce qui veut dire que tout ce que vous mangez, tout ce qui est assimilé, tout ce qui passe la barrière intestinale va automatiquement aller au foie. Ce qui veut dire que s'il y a porosité intestinale, vous vous rappelez, j'en parle dans ma première vidéo, la porosité intestinale, c'est quand on a une paroi au niveau de l'intestin grêle qui est poreuse. Donc ça veut dire des villosités, entre les villosités, des jonctions serrées qui sont ouvertes et qui ne devraient pas, et qui laissent passer des corps étrangers. Donc ce qui veut dire que s'il y a des toxines qui ne sont pas suffisamment traitées ou neutralisées par le foie et qui repartent dans l'intestin, s'il y a porosité intestinale, par dysbiose ou je ne sais quoi, par agression de la paroi intestinale, eh bien, il va y avoir auto-intoxication, puisque le cycle repart une deuxième fois. Vous allez vous auto-intoxiquer. On appelle ça le cycle entéro-hépatique. Parce que des fois, on se dit non, moi j'ai un foie, il va bien, mon foie remplit son travail, j'ai pas de problème de foie. T'as pas de douleur, tes analyses de sang sont bonnes, ça veut pas dire que le foie n'a pas de problème. Voilà. Très souvent, une inflammation, ne serait-ce qu'au niveau intestinal, qui n'est pas forcément perceptible, peut générer une intoxication du foie. Ça se verra pas peut-être au début, mais sur le long terme, les signes cliniques vont pouvoir nous dire que il y a peut-être le cycle entéro-hépatique qui est en action là. Voilà. Alors maintenant, dans cette partie-là, on va voir les causes d'un affaiblissement hépatique. Quelles pourraient être les causes qui emmèneraient un affaiblissement du foie? Donc, on a en premier lieu la consommation excessive d'alcool. Oui, j'écris très mal. Oh, ça va. Je suis pas d'examen, ça va. Alcool. L'alcool,
Alors, pour cette notion d'excès d'alcool, ça c'est vraiment individuel, c'est vraiment personnel. Est-ce que votre corps a la capacité de gérer, d'assimiler, de synthétiser, de traiter la quantité d'alcool que vous ingérez? Ça c'est du cas par cas. Tous les organismes n'ont pas la même capacité. Hommes, femmes, l'âge, les antécédents, la génétique, etc. Voilà. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème au foie, je le répète, c'est pas parce que les analyses de sang disent que ça va, qu'il n'y a pas de problème au foie. Je dirais que ça se fait sur le long terme, en fait. Ensuite, on a tout ce qui est stéatose hépatique. Alors, stéatose hépatique, je dirais non alcoolique, non générée par une consommation d'alcool. La stéatose hépatique non alcoolique va être générée par des consommations de sucre trop importantes et à une mauvaise digestion de ceux-ci. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes un gros consommateur de jus de fruits industriels, de sucre sous toutes leurs formes, mais notamment des sucres industriels. Si vous avez une dysbiose et que vous avez du mal à les digérer, donc là, automatiquement, il va y avoir ce fameux cycle entérohépatique dont on vient de parler tout à l'heure. Par auto-intoxication, le foie va saturer en fait et va carrément, ces cellules vont s'asphyxier. On appelle ça la stéatose hépatique non alcoolique. Ensuite, on a tout ce qui est utilisation de médicaments. Alors, sur les médicaments, oui, on sait tous que le français est un grand consommateur de médicaments. C'est pas rien. Quand vous allez sur Vidal et que vous regardez la liste des effets secondaires des médicaments, on se dit, bon, s'il y a des effets secondaires, c'est bien que quelque part, il y a une intoxication qui est grave au niveau de certaines cellules de l'organisme. Le foie est en première ligne de mire. Pourquoi? Par tout ce qu'on vient de voir en amont, par ses fonctions de détox. Donc non seulement le foie doit pouvoir neutraliser ces éléments chimiques qui arrivent, mais en plus de ça, ces éléments chimiques, à force d'en prendre, il n'arrivera plus à les traiter, donc il va y avoir une agression importante sur les tissus du foie, jusqu'à destruction cellulaire, en fait, au niveau du foie. Et je vous parle pas des reins, donc là, on parle que du foie. Mais les reins sont aussi atteints par la prise de médicaments réguliers. Donc, les médicaments, c'est une chose, mais moi, je rajouterais quelque chose. Les gens, dans la tête des gens, c'est pas un médicament, mais c'en est un. C'est tout ce qui est traitements hormonaux. Oui, j'écris mal. Oh, ça va. Traitements hormonaux. Voilà. Je pense aux femmes qui sont en périménopause, qui prennent des traitements hormonaux pour couper leurs symptômes. J'entends beaucoup de personnes qui disent voilà, moi j'ai un traitement hormonal, ça fait 8 ans. Ok, d'accord, t'as plus de symptômes. Mais si on regarde les autres signes cliniques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, il y a d'autres signes cliniques. Des douleurs, des vertiges, des nausées, de la prise de poids. Voilà, le foie est en train de saturer, puisqu'il doit traiter ses hormones exogènes. Et on en revient au cycle entérohépatique, où lorsqu'il y a un excès d'hormones, on y reviendra tout à l'heure, lorsqu'il y a un excès d'hormones, c'est comme s'il y avait un excès de toxines, en fait. Le foie commence à saturer, il a trop de travail, donc il y a une intoxication qui se fait, et en plus de ça, s'il y a une dysbiose, en plus de ça, bon là je vous raconte pas, c'est quoi là? Ça repasse la barrière intestinale, et il y a le cycle entéro qui se remet en route. Donc voilà pour ça, médicaments. Ensuite, on va avoir une exposition importante aux toxines. Hein. L'exposition, en fait, elle va dépendre directement de votre mode de vie, de votre environnement, si je puis dire. Parce que on a la nourriture, on a les associations alimentaires, on a l'eau. Quel travail vous faites? Est-ce que vous travaillez dans une usine? Qu'est-ce que vous respirez? Est-ce que vous travaillez avec des détergents? Voilà, ça fait beaucoup de choses. Voilà, ça c'est lié vraiment à l'environnement. Ensuite, on a les carences nutritionnelles. Pourquoi? On a vu tout à l'heure que le foie a besoin de certains éléments, de beaucoup d'antioxydants notamment, certaines enzymes, pour pouvoir faire cette neutralisation-là. Donc s'il y a des carences nutritionnelles, automatiquement, le foie ne pourra pas remplir toutes ses fonctions. Il va y avoir des lacunes. Voilà. Donc, dans une troisième vidéo,
ce sera peut-être pas la dernière. Je pense que on va essayer de partir sur 4 vidéos, je pense. Mais dans une prochaine vidéo, on va voir quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir alléger la surcharge hépatique, réduire un petit peu les intrants à ces toxines exogènes. Donc je pense que vous avez des idées, hein, vous avez forcément un petit peu vu où je voulais en venir. Donc réduire ces apports exogènes de par un choix alimentaire, oui, ça c'est une chose, c'est quelque chose, vous avez la main dessus. Mais on va surtout voir au niveau physiologique qu'est-ce qu'on peut faire, parce que le choix alimentaire, ça c'est à la portée de tout le monde. Voilà, s'orienter vers du bio, etc. Filtrer son eau, voilà, réduire ses médicaments, tout ça. En fait, on va voir comment mettre en place certaines techniques. On va aborder un petit peu tout ce qui est détox du foie. Alors, ça va être un sujet intéressant parce que c'est justement, il y a un gros effet de mode là, voilà, qui a émergé il y a quelques temps au niveau de la détox du foie. Et justement, je veux vraiment aborder ce sujet-là parce que voilà, il y a des choses qu'il faut savoir, importantes, avant de se lancer là-dedans. On se lance pas à tête baissée dans une détoxification du foie, et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer éventuellement comment vous pouvez le mettre en place, quels seraient les risques éventuels, mais surtout voilà comment le mettre en place de manière sécurisée. On pourra pas faire du cas par cas, mais je vais vous donner les grandes lignes. Et on va parler aussi du jeûne. Voilà, on va parler du jeûne parce que voilà, c'est ma spécialité. Et voilà, vous allez voir que le jeûne peut être utilisé comme un outil très très efficace pour soutenir le foie dans sa régénération. Voilà, le foie fait partie des organes, je dirais, vitaux, qui se régénèrent quand même relativement rapidement si on le met dans des conditions propices. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était pas toujours très évident parce que c'est long, oui c'est long, mais voilà, il faut bien ça. N'oubliez pas de mettre un petit like, faites passer la vidéo si voilà, si vous avez dans votre entourage des gens potentiellement intéressés, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.